décolonisation, le Vietnam. Épisode 7, merde française ou crotte chinoise. Bonjour. Les chastes oreilles à l'écoute de ce podcast ont dû tiquer à la lecture du titre de l'épisode de cette semaine. Mais rassurez-vous, ces mots ne sont pas de moi, mais de Ho Chi Minh lui-même, dans sa défense de l'accord signé avec Jean Saint-Denis le 6 mars 1946. Si vous vous rappelez bien, nous nous étions d'ailleurs quittés là-dessus la semaine dernière. Cet accord est très loin de ce que le Viet Minh avait anticipé aux heures glorieuses de la Révolution d'août, et il est presque miraculeux quand on pense que l'administration française avait été anéantie en mars 1945. Et voilà que ces mêmes Français, un an plus tard, après avoir conquis le sud du Vietnam, sont prêts de débarquer leurs troupes au nord. On comprend donc que le 6 mars, Saint-Denis, Jean Saint-Denis, lève sa coupe de champagne et félicite Ho Chi Minh d'avoir empêché un affrontement majeur entre la France et le Viet Minh. Saint-Denis rapporte aussi que Ho Chi Minh l'a embrassé après la signature pour lui dire, je cite, « Moi j'ai de la peine, car au fond, c'est vous qui avez gagné. Vous savez très bien que je voulais plus que cela. Enfin, je comprends aussi qu'on ne peut pas tout avoir en un jour. Excusez-moi. L'amitié est ma seule consolation. » Fin de citation. Des mots très affectueux, mais peut-être pas tout à fait sincères dans la bouche du vieux combattant indépendantiste communiste. D'ailleurs, il rajoute à l'égard de Saint-Denis, je cite, « Nous ne sommes pas encore satisfaits, car nous n'avons pas encore obtenu l'indépendance totale. » Il marque une pause, « mais nous l'obtiendrons. » Fin de citation. On voit donc dans l'attitude et les paroles de Saint-Denis et de Ho Chi Minh le problème que pose l'accord du 6 mars. Les deux signataires sont bien sûr soulagés d'avoir évité un affrontement majeur, mais aucun n'a rempli ses objectifs ultimes. L'indépendance totale pour Ho Chi Minh, pour Saint-Denis, le retour à l'Indochine française. Et il est vrai que l'accord du 6 mars, c'est un accord Ho-Saint-Denis. Il est d'ailleurs passé à la postérité comme cela. C'est l'accord entre deux hommes. Qui est-il, ce Saint-Denis? On l'a rencontré, vous vous souvenez, la semaine dernière, quand il a débarqué à Hanoï dans l'avion du major Paty. C'est un fonctionnaire colonial qui a servi en Indochine dans l'entre-deux-guerres et a épousé la fille d'Albert Sarraut, ancien gouverneur général très connu de l'Indochine. Pendant la guerre, il s'est engagé dans la résistance et a donc été envoyé par De Gaulle pour rétablir la souveraineté de la France au nord de l'Indochine, comme Jean Séduil au sud. Sauf que Saint-Denis se démène tout seul à Hanoï. Il est même chassé du palais du gouverneur par les Chinois et ne peut faire face aux Viet Minh. Pourtant, il va se démener et dès octobre 1945, il prend langue avec le Viet Minh. Et les vraies négociations commencent en décembre avec Ho Chi Minh en tête-à-tête. Dans une villa de la place Paul-Bert, dans une atmosphère enfumée par la pipe de Saint-Denis et les cigarettes de Ho Chi Minh, les deux hommes se lient sinon d'amitié, au moins d'estime. Dans son livre « Histoire d'une paix manquée », publié en 1953, Jean Saint-Denis tresse des lauriers à Ho Chi Minh, dont il vante la vaste culture, l'intelligence,
l'énergie et l'ascétisme. Alors, que se disent-ils dans ces négociations? Au départ, les positions sont claires. Pour Ho Chi Minh, leader incontesté du Viet Minh et du Vietnam, tout accord doit inclure le mot indépendance et prendre en compte le Vietnam unifié, c'est-à-dire comprenant ce que les Vietnamiens appellent le Nam Qui et les Français la Cochinchine. De son côté, Jean Saint-Denis doit lui rendre compte à deux hommes. Le général Leclerc, commandant le corps expéditionnaire français, et le haut-commissaire nommé par De Gaulle entre-temps, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Jean Saint-Denis a pour instruction d'obtenir l'entrée des troupes françaises au Tonkin, c'est-à-dire au nord du pays, et de hâter le départ des troupes chinoises. En ce qui concerne la Cochinchine, partie intégrante du Vietnam pour les Vietnamiens, on ordonne à Saint-Denis d'insister que c'est une colonie au statut juridique distinct des protectorats que sont l'Annam et le Tonkin, le centre et le nord du Vietnam. En gros, ne rêvez même pas, messieurs les Vietnamiens, la France ne lâchera pas la Cochinchine. C'est donc un dialogue de sourds au départ. Mais les deux positions vont s'infléchir fin 1945, début 1946. Du côté vietnamien, on voit avec inquiétude la reconquête militaire du Sud par les Français. Et on est au courant que des négociations franco-chinoises sont en cours. Il y a donc le risque de voir les Chinois et les Français s'entendre sur le dos du Vietnam et de tout perdre. Du côté français, les choses bougent sous l'impulsion du boss de Saint-Denis, le général Leclerc. On ne présente plus cette figure majeure de la libération, âgé à l'époque de 43 ans, et qui a commandé la 2e division blindée, la première unité à entrer dans Paris libéré. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est à la tête d'un corps expéditionnaire chargé de reconquérir l'Indochine. Et comme tous les Français de l'époque, Leclerc arrive en Indochine au nom de la France libérée et sûr de son bon droit. On hisse le drapeau français à Saigon ou à Da Nang comme on le fait à Pithiviers, quoi. C'est pareil. Et ça marche. Car dès décembre 1945, toutes les grandes villes du sud du Vietnam sont reconquises. Ce qui inquiète néanmoins Leclerc, c'est le choc de l'après-reconquête. Un exemple. Chaque fois que des soldats patrouillent, tout à coup, il y en a un qui tombe et personne ne sait d'où vient le coup de feu. Et les soldats ne parviennent pas à retrouver l'ennemi. C'est bien la preuve que la résistance vietnamienne n'a pas été anéantie. Elle s'est juste volatilisée. C'est donc une reconquête en trompe-l'œil, dont l'historien journaliste Bernard Fall dit, je cite, « La France, en début 1946, avait reconquis le territoire de la Cochinchine sur une superficie qui s'étendait à 100 mètres de part et d'autre de toutes les routes principales. » Fin de citation. Leclerc entrevoit donc que les choses vont être encore plus difficiles au nord, où l'attendent deux ennemis potentiels, les Chinois et les Vietnamiens. D'où la nécessité de négocier un départ des Chinois dans des discussions directes, mais aussi de s'entendre avec le Viet Minh pour faire partir ces mêmes Chinois. Pour Leclerc, il faut à tout prix débarquer des troupes au nord. Et s'il faut faire des concessions pour ça, eh bien soit. Certains historiens ont même été tentés d'en faire une figure modérée et conciliante. Mais c'est que Leclerc pensait d'abord en soldat. Il analyse sa mission, il évalue les moyens à sa disposition, et il conclut qu'une victoire militaire n'est pas possible et qu'il faut donc explorer les voies diplomatiques.
Leclerc pousse donc Saint-Denis à faire des concessions aux Viet Minh pour atteindre l'objectif de débarquement des troupes françaises au nord le plus vite possible. Mais De Gaulle, comme nous l'avons vu, a aussi nommé un haut commissaire en Indochine, l'amiral Thierry d'Argentlieu. C'est donc le supérieur hiérarchique de Leclerc. Après la Première Guerre mondiale, cet officier de marine a quitté l'uniforme pour entrer au couvent. En 1939-1940, il reprend du service et entre dans la Résistance, où il devient un proche de De Gaulle. C'est donc De Gaulle qui l'envoie en 1945 comme haut commissaire en Indochine. Comme tous les Français, et peut-être même beaucoup plus que tous les Français, il arrive en Indochine colonialiste, raciste et réactionnaire. Et il reste, ne cédant en rien au pragmatisme de Leclerc. Du coup, les deux hommes se détestent cordialement et vont souvent au clash, par exemple sur le mot indépendance. Pour Leclerc, pourquoi ne pas l'inclure dans un éventuel accord avec le Viet Minh, si cet accord permet d'atteindre les objectifs stratégiques fixés? Pour D'Argentlieu, il n'en est pas question. C'est donc l'impasse. Deux éléments permettent d'en sortir. Premièrement, il y a la démission du général de Gaulle de la présidence du gouvernement provisoire en janvier 1946. En effet, l'amiral d'Argentlieu, qui est un fidèle parmi les fidèles de De Gaulle, rejoint Paris pour consultation. Leclerc et Saint-Denis se retrouvent donc seuls au Vietnam pour piloter les négociations. Deuxièmement, et c'est très important, les Chinois pèsent de tout leur poids pour convaincre les Français et les Vietnamiens de parvenir à un accord entre eux. D'abord, il y a ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez que les Chinois ont forcé le Viet Minh à faire entrer les partis nationalistes VNQDD et Dai Viet au gouvernement et à leur réserver 70 sièges à l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est que les nationalistes sont donc maintenant aux affaires et peuvent difficilement désormais accuser le Viet Minh de collaboration avec les Français, ce qu'ils faisaient depuis que Ho Chi Minh était entré en pourparlers avec Saint-Denis. L'accord du 6 mars est ainsi paraphé aussi par les leaders nationalistes. D'autre part, avec l'accord franco-chinois de Chongqing du 28 février 1946, les Chinois acceptent de se retirer d'Indochine en échange de la fin des concessions françaises en Chine. Dès la signature de l'accord, Leclerc met ses troupes en branle pour Haiphong, le grand port du Nord. Mais les Chinois exigent d'abord que les Français s'entendent avec Ho Chi Minh avant de les laisser débarquer. Les troupes chinoises ouvrent même le feu sur les navires français devant leur insistance. Les Chinois enjoignent aux Vietnamiens et aux Français de trouver un accord bilatéral. Et c'est pour cela, sous cette pression, que le 6 mars 1946, une convention préliminaire est signée. C'est important. Ce n'est pas un accord, c'est une convention préliminaire. Que dit la convention? Eh bien, la France reconnaît la République démocratique du Vietnam comme État libre au sein de la Fédération indochinoise et de l'Union française. La France accepte aussi le principe d'un référendum ultérieur sur le rattachement de la Cochinchine au Vietnam. De son côté, Ho Chi Minh accepte que le mot indépendance ne soit pas inclus dans l'accord, ce qui est un recul inexplicable pour beaucoup de Vietnamiens. La RDVN accueille aussi les forces françaises en relève des troupes chinoises
Mais l'annexe de l'accord stipule que les troupes françaises devront évacuer le pays dans un délai de 5 ans. Ce qui permet à Ho Chi Minh de se défendre des accusations de trahison en disant, je cite, et là on revient au titre, « Je préfère flairer de la merde française pendant 5 ans que de manger de la crotte chinoise pendant 1000 ans. » Fin de citation. L'accord est signé. Quelles en sont les conséquences sur les différentes parties? Premièrement, pour les partis nationalistes vietnamiens, donc non communistes, l'accord est un cauchemar. En signant un accord avec Ho Chi Minh, la France a renforcé le Viet Minh comme porte-voix unique des revendications nationales vietnamiennes. Les militants nationalistes pro-chinois peuvent bien surenchérir dans le discours indépendantiste aux dépens du Viet Minh, vendu, etc. Mais leurs leaders, par exemple Nguyen Thai Hoc du VNQDD, sont au gouvernement et à l'Assemblée nationale et ont ratifié l'accord. Deuxièmement, les leaders nationalistes signent l'accord, sans doute sous pression chinoise, alors même qu'il garantit le retrait de leurs protecteurs. Ils sont désormais à la merci aussi bien des Français que du Viet Minh. Pour le Viet Minh, justement, eh bien pour Ho Chi Minh, le 6 mars a un goût de défaite, car il n'a pas acquis l'indépendance, qui est l'objectif final. Et on comprend mieux que dès la signature de l'accord, il se jette à corps perdu à la recherche d'un accord définitif. On le verra la semaine prochaine à Dalat, puis à Fontainebleau pendant l'été 1946. Autant vous le dire tout de suite, il reviendra bredouille. Pourquoi? C'est que, côté français, il y a beaucoup d'arrière-pensées aussi. Premièrement, l'accord est très mal accueilli par l'amiral d'Argentlieu, qui n'a eu connaissance de l'annexe stipulant le retrait français après 5 ans qu'après signature de l'accord. Il accuse Leclerc d'avoir outrepassé ses directives et d'avoir fait un Munich indo-chinois. Rien que ça. Autant vous dire que Thierry d'Argentlieu fera tout son possible pour revenir sur l'accord Ho-Santin. Deuxièmement, côté français, côté Leclerc, le calcul est celui-ci. Avec les troupes sur le terrain, eh bien, la France se donne les moyens de revenir sur les promesses qu'elle a faites au Viet Minh. L'objectif était simple, c'était de revenir au Tonkin sans se battre, avec l'arrière-pensée de revenir plus tard par la force sur le peu que la France avait concédé. En fin de compte, les positions de d'Argentlieu et de Leclerc ne sont pas si éloignées que ça. La France compte bien rester maître à bord. Et celui qui a bien compris ça côté Viet Minh, ou en tout cas qui l'exprime, c'est Vo Nguyen Giap. Le futur général Giap compare l'accord au traité de Brest-Litovsk, signé par les bolcheviks en 1918. Ce traité avait permis d'arrêter l'invasion allemande de la Russie soviétique. Et les bolcheviks avaient profité de la trêve pour se renforcer et l'avaient ensuite emporté. Giap, l'ancien professeur d'histoire, connaît bien l'histoire, donc, et représente l'autre face du Viet Minh. Alors que Ho Chi Minh ira chercher l'indépendance dans les salons de la 4e République, Giap, lui, se prépare à la guerre. On le sait, les tractations de Ho Chi Minh ne donneront rien. Et à partir de ce moment-là, la phase armée de Giap pourra alors commencer. Mais cela, nous le verrons la semaine prochaine. Nous suivons Ho Chi Minh et son équipe dans leur périple en France à la recherche d'un accord définitif. D'ici là, portez-vous bien et salut hein!
na jake